Donc aujourd'hui le thème c'est la conception matérialiste de l'histoire, et la semaine prochaine ce sera l'idéologie, et nous allons voir dès aujourd'hui, dès cette semaine, que la conception matérialiste de l'histoire, elle engage déjà par elle-même, elle engage la question de l'idéologie et de la conception que l'on peut se faire de l'idéologie. Donc aujourd'hui et la semaine prochaine, c'est intimement lié. Ça va nous amener à recommenter, on l'a déjà fait, à recommenter l'idéologie allemande de Marx et Engels, et aussi les manuscrits de 1844. Ça aussi, on l'a déjà fait à propos du travail. L'idéologie allemande, je le rappelle une fois encore, 1845-1846, mais publié seulement en 1932 pour la totalité et en 1926 pour la première partie, intitulée Feuerbach. Vous voyez, c'est pas si ancien que ça. C'est donc resté dans les cartons pendant très très longtemps. L'idéologie allemande, elle représente la sortie de Marx et Engels de ce qu'on appelle le jeune hegelianisme, qui est un courant, une sensibilité hegelienne, mais bien plus radicale que ce que pouvait représenter l'œuvre, la sensibilité de Hegel lui-même. Mais je passe là-dessus. Dans l'idéologie allemande, il y a deux choses. Il y a la conception matérialiste de l'histoire avec deux versants. Je vais reprendre ce que j'ai dit à l'instant, il y a 3 minutes, avec deux versants. D'une part, la conception des déterminants socio-économiques de l'histoire, premier versant, et puis d'autre part, la critique de l'idéologie, c'est le deuxième versant. Et donc, on va voir comment tout cela s'articule dans le détail. Ce sont des conceptions qui ont été intégrées, qui ont connu un destin assez conséquent. Elles ont été intégrées par nombre de sciences humaines et sociales, à tel point qu'on se demande comment elles faisaient avant, quand l'œuvre, quand Marx et Engels n'avaient pas encore formulé toutes ces théories-là, et surtout avant 1926-1932, quand ces documents ont été portés à la connaissance de tous. À l'inverse, on se demande aussi, on a du mal aujourd'hui à se défaire de l'idée que le matérialisme historique explique mécaniquement l'histoire par des facteurs économiques. Et ça, cette idée qui nous saisit à chaque fois, eh bien, en fait, elle est le fruit de déformations et de caricatures qui ont été apportées au matérialisme historique par l'histoire, et en particulier par Staline, évidemment, par la période stalinienne. Et toutes ces déformations, nous constatons qu'elles ont la vie dure, très très dure. Bon, alors que Engels, pour sa part, qu'est-ce qu'il disait? Il disait très simplement ceci. Notre conception de l'histoire est avant tout une directive pour l'étude. Voilà, vous voyez, ça c'est quelque chose de quand même plus modeste, plus libéral, on va dire. Il disait également, Engels, on se décida à concevoir le monde réel, la nature et l'histoire, tel qu'il se présente lui-même à quiconque l'aborde sans lubie idéaliste préconçue. On se décida à sacrifier impitoyablement toute lubie idéaliste qui ne s'accorderait pas avec les faits. Et le matérialisme ne signifie vraiment rien de plus. Voilà. Ça, je pense que c'est un passage
de Engels, qui vient de Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, 1888. C'est un passage que l'on peut prendre, je dirais, au premier degré, vraiment au premier degré. Donc aujourd'hui, la conception matérialiste de l'histoire, de quoi s'agit-il? Il s'agit de déterminer dans quelles conditions les hommes s'associent, dès lors que cette association n'est plus seulement animale, mais humaine. On parle bien de l'association d'êtres humains. L'idée n'est pas de faire appel à la philosophie, à la biologie, à la morale et d'en déduire quoi que ce soit, mais de s'en tenir au plus près de l'activité humaine, de ses conditions, de ses variations. L'idée n'est pas d'écrire une belle histoire, mais de mettre en évidence des nécessités de fait incontournables. Il s'agit, dit Antonio Labriola, de refaire par la pensée, avec méthode, la genèse et la complication de la vie sociale qui se développe à travers les siècles. Il s'agit donc de se tenir à tout prix à l'écart du verbalisme, de la phraséologie, éviter de se payer de mots, à l'égard aussi des préjugés populaires. Il faudra essayer de les contourner, de les déjouer, de l'influence de telle ou telle philosophie du moment, et bien sûr, des idées religieuses. Et il faut faire tout cela alors que l'on pense et que l'on écrit dans une société qui est celle d'aujourd'hui ou d'il y a un siècle ou deux, qui sont des sociétés complexes et compliquées, et que l'on écrit sur une société qui, elle, est située bien en amont, celle que l'on prend en exemple pour rechercher les déterminants premiers. Je vais m'appuyer pour donc cette conférence sur une très très longue citation de l'idéologie allemande qui va nous accompagner tout au long de la soirée. J'en ai distingué 5 segments et voici le premier. Nous devons commencer par constater que la première présupposition de l'existence humaine, et donc aussi de toute histoire, est que les hommes doivent être en mesure de vivre pour pouvoir faire l'histoire. Mais vivre revient essentiellement à manger, boire, se loger et se vêtir, entre autres choses. Le premier acte historique est donc la production des moyens de satisfaire ses besoins, la production de la vie matérielle elle-même, et il s'agit même d'un fait historique fondamental, d'une condition fondamentale de toute histoire à laquelle aujourd'hui, comme depuis les siècles, les hommes doivent satisfaire jour par jour, heure par heure, afin de pouvoir ne serait-ce que subsister. Deuxièmement, la satisfaction du premier besoin, l'action de le satisfaire est l'instrument déjà acquis qui a produit cette satisfaction conduisent à de nouveaux besoins. Et cette production de besoins est le second fait historique. Le troisième rapport qui entre lui aussi d'emblée dans le développement historique est que les hommes qui renouvellent chaque jour leur propre vie commencent à faire d'autres hommes à se propager. Voilà. Donc, passage très riche. 3 faits historiques donc, qui sont pointés. Ils sont inévitables, ils sont incontournables. Le premier, c'est d'assurer, dit Marx, jour par jour et heure par heure, donc il insiste énormément, d'assurer sa survie. Deuxièmement, c'est de satisfaire les besoins nouveaux engendrés par l'acte de satisfaire les premiers besoins. Le premier jour, vous satisfaisez un certain nombre de besoins et le deuxième jour, vous êtes emmené par la dynamique qui a été la vôtre le premier jour, de satisfaction des besoins du premier jour. C'est une présentation pédagogique, tout ça, hein, évidemment.
Et donc le troisième fait fondamental, eh bien, c'est de se reproduire. Et je reviens tout de suite en arrière, parce que je pense qu'il faut insister. Les besoins, insistons. C'est bête comme chou. C'est manger, boire, se loger, se vêtir. Donc il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Manger, boire, se loger, se vêtir. Dans les sociétés primitives ou anciennes. Bon, ce n'est plus valable aujourd'hui. La gamme de nos besoins, elle est presque infinie aujourd'hui, évidemment. Mais Marx va chercher la théorie ou la conception matérialiste de l'histoire. Marx, il va chercher des sociétés primitives pour démêler les choses. Donc, la satisfaction des premiers besoins qui a mobilisé des rapports sociaux déterminés, les besoins du premier jour, eh bien, cette satisfaction des premiers besoins, elle suscite des besoins nouveaux qui vont, à leur tour, mobiliser des rapports sociaux déterminés. Il en résulte, dit Marx, une dialectique besoin nouveau, les besoins du premier jour et les besoins des jours suivants, qui détermine une évolution permanente des rapports sociaux par lesquels passe la satisfaction de tous ces besoins. Ça ne fait que évoluer. Les rapports sociaux du jour sont donc bien plus, ça c'est une formule que je reprends d'un adage que vous allez reconnaître, les rapports sociaux du jour sont donc bien plus sophistiqués que ceux du jour précédent et bien moins que ceux du jour suivant. Voilà. Et ça, c'est quoi? Dépassons la petite plaisanterie, c'est la naissance de l'histoire. Voilà. C'est ça, le développement que je viens de faire, c'est ça la conclusion de ce développement. Les hommes sont entraînés, embarqués inévitablement dans une histoire. Donc, le titre, je vous le rappelle, la conception matérialiste de l'histoire. Donc, voilà le noyau, la pépite de la chose. À noter, on ne va pas le développer, à noter que la reproduction de l'espèce humaine, qui est mentionnée par Marx comme un élément important, eh bien, elle implique un rapport homme-femme qui lui-même suppose la famille. Et donc, là, parce qu'elle est le lieu de ce rapport. Et donc là, vous avez, à travers la famille, ses spécificités, etc., eh bien, vous avez là aussi un élément fort de la nature, des caractéristiques de la société. Bien. Mais là, je ne fais que le mentionner, là, je m'en tiens à des éléments tout à fait incontournables. J'ajoute encore une chose, les trois faits historiques dont parlent Marx et Engels, ils ne sont pas successifs, je vous les rappelle. Assurer jour par jour, heure par heure sa survie, satisfaire les besoins nouveaux, jour après jour, et puis se reproduire. Ils ne sont pas successifs. Je les ai présentés sous la forme 1, 2 et 3, mais ils ne sont pas successifs. Ils sont entremêlés, immédiatement entremêlés. Ils coexistent dès les premiers hommes comme aussi bien aujourd'hui. Donc voilà un premier bloc. Vous voyez tout ce qui est derrière. Je répète, manger, boire, se vêtir, se reproduire, se loger. Second segment de la citation. La production de la vie, aussi bien de sa propre vie par le travail que celle d'autrui par la procréation,
apparaît donc déjà comme un double rapport. D'un côté, comme un rapport naturel, de l'autre, comme un rapport social. Social au sens de la coopération de nombreux individus, quelles que soient les conditions, la modalité et le but de cette coopération. Donc vous verrez qu'on va souvent retrouver cette notion de coopération, sans compter qu'on la retrouve aussi souvent dans le capital. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc les trois faits historiques énoncés initialement, je les ai rappelés il y a 1 minute. Ils ont donc un double aspect, une double face. Ce sont à la fois des rapports naturels et des rapports sociaux. Rapports naturels, c'est-à-dire des rapports avec la nature. Et rapports sociaux, eh bien, c'est-à-dire des rapports avec les autres êtres humains. Ils ont tous les trois, ces faits fondamentaux, cette double face. Alors on trouve chez Marx, Engels, 3 expressions différentes pour parler de la satisfaction des besoins. On va trouver activité productive, on va trouver processus vital, et aussi on va trouver travail, tout bêtement. On va nous considérer qu'elles sont globalement équivalentes. Elles ont en commun une caractéristique commune, ce sont des activités sociales. On va les prendre comme des activités sociales impliquant des relations avec les autres. On ne va pas rentrer dans le détail ou même faire l'inventaire des passages où telle expression apparaît, etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais bon, c'est quand même utile de savoir, ne serait-ce que si on lit Marx, que si on trouve activité productive ou processus vital ou travail, c'est globalement des choses équivalentes. 3e segment de la citation. Il en résulte d'une part qu'un mode de production ou un niveau industriel déterminé est toujours lié à une modalité de coopération déterminée ou à un niveau social déterminé, et que cette modalité de la coopération est elle-même une force productive. D'autre part, que cette masse de forces productives disponibles pour les hommes conditionne l'état de développement social, et que l'histoire de l'humanité doit toujours être étudiée et élaborée en rapport avec l'histoire de l'industrie et des échanges. Donc là, plusieurs notions. Mode de production. Vous avez la notion de mode de production qui intervient. Vous avez aussi la notion de force productive, sous 2 modalités, au singulier et au pluriel. Force productive au singulier, force productive au pluriel. Et puis on retrouve encore cette notion de coopération, une fois de plus. Marx, Engels parlent aussi, là aussi c'est la variabilité du vocabulaire que j'indique parce qu'on peut être confronté à ces expressions. Marx, Engels parlent aussi de mode de relation ou de commerce. Bon. Alors, commerce, c'est ainsi que Marx traduit Verkehr de l'allemand. Bien. On va dire, là aussi, qu'il paraît préférable d'oublier relation et commerce. Pourquoi ? C'est parce que le terme et de lui préférer le terme d'échange. Pourquoi ? Parce que le terme d'échange connote ou charrie des connotations intéressantes, on va dire. Des connotations générales d'un côté, par exemple quand on dit forme d'échange, ou bien quand on dit rapport d'échange, connotation générale, et puis aussi des connotations relativement spécifiques qui montrent que le mot échange s'adapte bien, c'est échange matériel ou échange spirituel. On peut utiliser le mot échange dans des circonstances, ma foi, plutôt diversifiées. Mais le mot échange n'est pas parfait lui non plus. Après l'idéologie allemande,
Il faut savoir que Marx va abandonner mode de relation et il va lui préférer la notion de rapport de production. C'est ça, là, le concept scientifique sur lequel va se fixer Marx au bout du compte. Nous allons gentiment anticiper, c'est-à-dire que je vous signale la variabilité du vocabulaire, mode de relation ou de commerce, et je vous dis, quand vous voyez ça, eh bien, lisez dans votre tête, lisez rapport de production. Voilà, nous on peut se permettre, après coup, d'anticiper sur le Marx qui va arriver 10 ou 15 ans après. Alors, l'expression force productive, elle est utilisée à la fois au singulier et au pluriel. Au singulier, cette modalité de la coopération est elle-même une force productive. Bon. Et juste après, d'autre part, virgule, cette masse de forces productives au pluriel, disponible pour les hommes, conditionne, etc. etc. Bon. Vous voyez, dans la même phrase, hein, à 3 ou 4 mots d'intervalle. Alors, ça a un sens. Le sens, c'est que Marx utilise force productive au singulier quand il va viser le sens de productivité individuelle du travail. C'est le singulier qui vient sous sa plume. Par contre, quand il vise le sens de force productive accumulée dans la société, eh bien, il utilise l'expression au pluriel. Et par exemple, oui. Non, je pense pas. Je pense que de toute façon, c'est une question de linguistique, c'est-à-dire que la force productive, c'est de manière générale, c'est-à-dire la force de travail et le capital, et les forces, quand il parle de masse, c'est forcément de masse, de force productive au pluriel, parce que masse englobe la force productive, hein, à mon sens. Alors, je répète, hein, moi, je m'adosse là à des commentaires que j'ai trouvés dans la littérature. Les commentateurs disent bien que Marx cherche à caractériser la productivité du travail individuel, et il cherche aussi à prendre en compte l'aspect collectif, social. Quand on dit collectif, il faut dire plutôt social. La réalité sociale des masses productives accumulées. Et pour lui, ça, c'est le fruit, un commentaire comme celui-là, il est le fruit évidemment d'un recensement. Des expressions au singulier et des expressions au pluriel, ben oui, c'est pas. Oui, oui, mais je veux dire, n'empêche qu'il y a la grammaire. Oui. En français, c'est comme ça. Oui, mais je pense que. Sans compter que c'est comme ça qu'il le définit par ailleurs. Hein. Et je pense que le singulier, il faut s'en tenir à ça, il me semble, c'est la productivité individuelle. Il le commente aussi dans le Capital par ailleurs, pas dans l'idéologie allemande. La productivité individuelle. Ah bah ici, la productivité individuelle, c'est par exemple quand on prend en compte l'âge, la formation. Là, je fais un décalage puisque au 19e, la formation, c'est assez peu de choses, sauf à parler de la formation sur le terrain, sur le tas. Hein, mais la formation, l'âge, l'entraînement acquis au fil du temps, ça c'est l'expérience, on dit aujourd'hui plutôt l'expérience, ce sont des choses comme ça. Oui, mais à l'époque... Et c'est aussi la force physique de la personne concernée. Quand on a parlé de l'OST, on a vu que Ford et aussi Taylor, eh ben, ils choisissent les gens. Oui, mais c'est bien après tout ça.
Oui, mais je veux dire, c'est la même notion de force productive individuelle. C'est-à-dire que Taylor, par exemple, c'est sa toute première expérience, soulever des gueuses de fonte qui font dans les 50 kilos. Eh bien, il va chercher des mecs hyper baraqués qui ont la capacité de le faire, bien entendu. Donc, pour ce poste-là, ces personnes-là, elles sont adaptées, elles sont ad hoc ou idoines. Elles ont les caractéristiques physiques qui leur permettent de faire le job. C'est un élément de leur productivité individuelle. Bon, mais évidemment, c'est tout à fait autre chose que la masse des forces productives accumulées, qui en plus, dans cette acception-là au pluriel, elle inclut les machines, le capital et les machines. Alors que la force productive individuelle, elle est centrée sur l'être humain, et si elle inclut du matériel, c'est dans le sens où on le pourvoit en outils, etc. Mais il y a la un force dialogue. de production chez Marx, c'est à la fois la force de travail, donc les travailleurs, et le capital qui inclut les machines. Oui, voilà. Mais à cette époque-là, nous sommes l'idéologie allemande, si je me souviens bien, c'est 45-46 quand même. Mais on va dire aujourd'hui aussi, hein, oui. Vu d'une manière générale, c'est encore valable, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, Rico. Oui, parce qu'en fait, l'ouvrier, l'individu, vend sa force de productivité au patron. Mais la force de productivité varie en fonction des individus. Il y a la force physique et aussi la force intellectuelle. Et il vend sa force de travail. Oui. Voilà. Et sa force de travail, eh bien, elle a certaines caractéristiques. Alors, j'ai pris l'exemple de la gueuse chez Taylor. Et Taylor, lui, il a plutôt cherché l'inverse, à rendre les postes plus ou moins équivalents. Il a découpé les postes jusqu'à ce qu'il obtienne des éléments assez équivalents, c'est-à-dire où il y avait 1, 2, 3, 4 gestes maximum à faire, et puis c'est tout. Et donc le coup de la gueuse, c'est le tout début de la carrière de Taylor, quand il n'est pas encore renommé comme il le sera par la suite, mais dans la maturité de son œuvre, Taylor, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est à découper, à déconstruire, à désarticuler le processus de travail jusqu'à ce qu'il arrive à des petits éléments où il pourra mettre plus ou moins les mêmes personnes. Il y a toute une série d'exceptions dans un process de travail, mais il cherche à ce que les exceptions soient les moins nombreuses possibles. S'il est obligé d'avoir recours à des mecs baraqués, eh ben oui, bien sûr, il va le faire, il est réaliste, il va le faire, mais il essaie, dans toute la mesure du possible, d'y échapper. Et ce qui va être décisif de ce point de vue-là, du point de vue de la force physique, c'est évidemment l'automatisation, la mécanisation, l'automatisation, qui va rendre possible à des freluquets de soulever des trucs importants. Hein. Et donc là c'est formidable parce que l'aspect physique, baraqué, pas baraqué, ça devient relativement marginal. C'est toujours pareil, hein, tout est relatif, mais ça devient plutôt marginal. Hein. Donc c'est la machine qui fait tout. Oui, mais dans cette mécanisation, il y a aussi le fait qu'on tient compte de la force d'individus, comme des enfants, par exemple, qui dans les filatures se planquent sous les machines et réparent, enfin relient les fils qui sont cassés, etc. Et eux, ils ont aussi une petite compétence. Ils contribuent vachement à la force productive, comme les femmes dans d'autres... Comme les femmes. Donc les enfants qui sont très très minces, donc qui
qui rampent en dessous des machines Oui. et qui renouent les fils. Voilà, ça c'est une compétence unique pour l'époque, enfin 19e, Oui. compétence unique. Les hommes, les femmes ne peuvent pas faire ça, il n'y a que les enfants qui peuvent le faire. Et les femmes, on va avoir recours à eux pour faire des actes, des gestes extrêmement fins, délicats, passer le fil dans des chats, les chats d'aiguille, etc. Là, je prends l'exemple de la même machine à filer, et il n'y a que les femmes qui peuvent le faire. Les mecs pourraient peut-être le faire, mais les femmes le font là, avec une sûreté de geste. Et là, les dérives sont toutes faites, c'est-à-dire qu'on va considérer les enfants plus comme des enfants, mais comme des éléments de productivité. Ah, oui. En ce moment, c'est ce qui se passe au Congo. Ce sont les gosses qui passent dans des trous pour aller chercher le minerai des portables. Le naturel revient au galop. Le lithium, les adultes ne peuvent pas passer. Donc ils envoient des enfants. C'est ça. Mais est-ce que ça les rend pas utiles? Est-ce que ça rend pas fiers de faire des choses comme ça? Est-ce que les enfants, les personnes sont obligés à faire ça? Ou est-ce qu'ils trouvent une utilité à leur vie? Oui, mais enfin, l'utilité, il vaudrait mieux aller à l'école. C'est des enfants de 6 ans. C'est une vraie question. Même plus société aujourd'hui, on donne plus de sens. 3-4 ans. Oui, mais enfin, l'utilité de gamins de 5 ans sous les machines, pour eux. Non, mais d'une façon générale, moi j'ai travaillé proche du Sénat là-dessus. Vous voudriez lancé il y a 10 ans le fait d'être utile. Non, mais c'est l'expression. D'être utile à quelque chose. D'être fier d'apporter sa pierre. Ah non, d'accord. Mais à un certain moment de sa vie. On peut pas. Non, mais là ils sont utilisés. On peut pas considérer qu'un enfant est utile sous la machine pour réparer quand il a 5 ans. À l'époque, ils sont. Là, c'est de la maltraitance. Ça s'appelle. Aujourd'hui, on considère maltraitance. Aujourd'hui, on considère ça en maltraitance, mais peut-être que à un certain âge, à une certaine époque, pousser un wagonnet pour un gamin, au 19e siècle, non, c'était le début du... J'ai un exemple où on peut concilier aux deux. Non, c'est pas possible ça. J'ai un exemple où on peut concilier aux deux opinions. Non. Il était pendant très longtemps courant que les enfants aidaient pendant la récolte. Il n'allait pas à l'école à ces moments-là. Et même, il y avait les moments où ils allaient à l'école, c'était calé sur... Bien sûr, ça s'appelle l'exploitation. Ça va avec toi, ils sont utiles, et ça va avec toi, ça ne les empêche pas d'aller à l'école. Bien sûr, c'est une question de dosage. Là, ça ne les empêchait pas complètement d'aller à l'école. Voilà. Mais là, c'est les... Tout le monde parle en même temps. Simplement, moi, ce que je voulais dire, c'est que il est toujours difficile de penser avec les mots de son époque. C'est sûr. Quand tout à l'heure tu as cité les mots qui pouvaient être utilisés et qui ont été abandonnés par Marx, tu as cité l'industrie. Ce qui nous incite à penser sa recherche que pour le monde industriel que nous connaissons. Les exemples que l'on voit là, ils sont magnifiques. Hein. Moi, je pourrais vous citer, quand j'étais prof, on se demandait pourquoi on avait autant d'élèves qui ensuite partaient en LEP, en lycée professionnel, pour faire ce qu'on appelle la couture floue, c'est-à-dire de la couture, hein, et qu'on retrouvait, se demander pourquoi il y avait 2 sections de couture floue sur Nice, hein, alors qu'il y avait pratiquement plus aucun atelier. L'explication était simple. Hein. Il y avait Texas Instruments qui venait ramasser les élèves à leur sort qui venaient d'avoir leur brevet ici et qui les amenait à Villeneuve-Loué chez Texas Instruments. Là, on savait qu'il en fallait un certain nombre parce qu'au bout de 5 ans de travail de soudure fine, elles ne voyaient plus. Et donc, il fallait en embaucher d'autres. On a, il me semble, là, un exemple qui est sur la société d'aujourd'hui. Mais quand il emploie le terme industrie, il pense autant au système esclavagiste. Et ce que tu nous as donné comme exemple sur la gueuse, il me semble que ça correspond bien à la volonté d'une classe d'adapter le poste de travail aux possibilités qu'il y a sur le marché en matière de
travailleurs. C'est ce qui se passe au Congo. On a besoin d'avoir ce... Mais quand on employait nos gosses dans les comment ça s'appelle, dans les mines, les petits, ils y étaient, hein. Ils avaient 5 ans. C'est ce que dénonce Zola. C'est ce même genre de mécanisme. On avait trouvé le poste que l'on pouvait employer pour ces travailleurs-là. Moi, je crois qu'il faut qu'on y revienne à ça, qu'on repense qu'on n'a pas un système de pensée qui n'est fait que pour la période industrielle. Et peut-être qu'on est obligé de revoir notre façon de parler. Non, d'accord, mais là, pour les enfants, c'est quand même très grave. Moi, je vais vous parler d'une expérience personnelle. J'étais à l'école primaire à Rocheville. Il y avait une nouvelle vague d'immigration italienne. Donc, c'était dans les années 58-59. Les enfants, pour aider, les familles c'était d'immigrés, hein, on disait ils arrivaient pieds nus. Ils allaient à l'école, en classe, mais quand c'était pour ramasser la fleur, le jasmin, ils ne venaient pas en cours. Pour quelle raison? Ils partaient, ils étaient voisins dans mon quartier, à 5h du matin, parce que c'est là où le jasmin a le plus d'odeur. Et l'autre avantage, c'est que les gamins, c'est à hauteur pour ramasser les fleurs. Hein, mais ils le faisaient pas par plaisir, ils le faisaient parce qu'ils avaient besoin de manger. Hein, parce que le père, il arrivait d'Italie, mais il n'avait pas de travail, où il était manœuvre avec des salaires très 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 bas, et donc toute une période de floraison du jasmin, eh bien, il y avait plein de ces enfants d'immigrés, filles et garçons, qui avaient 7, 8 ans, 9 ans, qui allaient ramasser le jasmin. Voilà. Et c'est pas vieux, c'est pas vieux, hein, parce que j'ai été témoin de cela. Donc c'est sûr que c'est toi qui as suscité toute cette discussion. Il est certain, il est certain que le travail des enfants, je vais retenir cette expression générale, le travail des enfants au XIXe siècle, il suscite chez les enfants, comme tu l'as dit, de la fierté, etc. Ceux qui travaillaient dans les mines et qui n'en pouvaient plus et qui mouraient... Attends, vis-à-vis des parents ou même vis-à-vis des frères et sœurs. Mais, à travers ce que disent Zola et Hugo, de manière indissociable aussi, parce qu'ils n'ont pas vécu. Il raccourcit la vie de ces enfants. Parce qu'ils n'ont pas vécu. Il raccourcit la vie de ces enfants, le travail en question. Zola, Balzac et d'autres. Alors c'est faux, monsieur. Attends. Il faut qu'on que tout le monde puisse parler. Et donc, nous, aujourd'hui, c'est vrai que quand nous en parlons avec nos repères sociaux et nos valeurs d'aujourd'hui. C'est bien évident. On est bien d'accord. Et on peut prendre en compte le fait qu'un jeune garçon de 10 ans au 19e siècle pouvait être fier de rapporter quelques pièces à ses parents en fin de semaine, bien entendu. Mais il faut savoir que ces excès, enfin ce que nous appelons aujourd'hui ces excès, ont été rapidement corrigés. D'abord parce que l'opposition de la classe ouvrière n'a pas tardé, y compris des parents. Ils laissaient faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce que le travail des enfants était utilisé pour diminuer la rémunération des hommes et des femmes, de leurs parents. Bon, mais on a vite vu que la santé de ces enfants, elle était démonie. Non, mais ça c'est une conséquence. Voilà. Et chercher le côté positif. Oui. Non, il n'y a pas du côté positif. Hervé. La remarque que je voulais faire, c'est qu'au niveau des rapports sociaux, on va dire dans l'espèce humaine, ceux qu'ont montré aussi bien les études anthropologiques que les études préhistoriques, c'est que les rapports sociaux se limitent pas uniquement à des rapports strictement matériel de type économique, du type production-consommation, il y a aussi des rapports symboliques, des rapports politiques, des rapports spirituels, et que l'histoire qu'on fait, elle est aussi en grande partie fonction de l'histoire ou des histoires qu'on raconte, quoi. Oui. C'est-à-dire, il y a plein de choses que les gens font qui ne sont pas uniquement liées à des
des affaires de production et de consommation. Je prends un exemple. Quand les enfants, au moment de la croisade des enfants, ont laissé tomber leurs activités agricoles, artisanales, etc., pour aller libérer les lieux sains, il n'y avait pas d'intérêt matériel en termes de production et de consommation pour qu'ils se lancent dans une aventure que personne n'avait fait, qui était probablement complètement largement fantasmatique. Donc il y a bien d'autres choses qui sont le moteur de l'histoire humaine que des choses strictement d'ordre matériel, quoi. Oui, des grandes idées. On ne peut pas nier qu'il y a des choses matérielles, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a des grandes idées humaines qui naissent, quoi. C'est combiné ensemble, quoi. C'est indissociable, à mon avis. Jacqueline. Enfin, moi je voudrais répondre à monsieur qui dit que Zola écrivait ça parce qu'il n'était pas sur les lieux. Zola faisait des enquêtes. Alors pour citer un roman qui est connu de tout le monde normalement, Germinal de Zola, Zola se déplaçait dans les mines, il faisait des enquêtes, il voyait, il interrogeait. Donc on ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas. Non, il ne poussait pas, mais il constatait les morts des enfants. Et je suis navrée de dire qu'ils n'étaient pas contents, les enfants, ni fiers de rapporter à la maison. Non, parce qu'il suffit de relire Germinal, qui est considéré quand même comme un roman d'enquête, et on voit ce qui se passe tout de même. Mais là, on passe dans l'exploitation. Simultanément, même dans ces conditions, on va dire, épouvantables, je pense qu'il devait y avoir, y compris des rapports entre les enfants, comme il y en a par exemple dans les écoles, de dire, toi t'es cap, toi t'es pas cap, même pour faire des trucs, on va dire, abominables, quoi, quasiment inhumaines, quoi. Il y a toujours, on va dire, dans les moteurs des actions, il n'y a pas que des choses purement rationnelles, quoi. Il y a des choses, des ressorts psychologiques qui sont de l'ordre de l'irrationnel, qui rentrent aussi en ligne de compte, des rapports de dominance, je dis pas de domination, mais de dominance interpersonnelle Mais là justement, c'est ce qui permet de faire perdurer ce que nous appelons à juste titre des injustices hallucinantes, quoi, pour nous. Voilà, mais y compris des injustices entre gens qui partagent les mêmes conditions de vie, quoi. Oui, parce qu'il faut bien supporter ces misères, et il y en a qui font ça. Et établir des systèmes de domination, y compris entre gens qui sont objectivement au même niveau de domination sur le plan matériel. Alors, l'ensemble de remarques que fait Hervé là, c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine, mais déjà un petit peu cette semaine. Puisque là, je suis en train de poser les bases de l'exposé. Donc je pars, j'ai insisté lourdement, de manger, boire, se loger, se vêtir. Bien. Donc je suis vraiment au ras des pâquerettes, au ras de la vie réelle. Bien. Mais vous allez voir, à un moment donné, je vais mentionner, mais ça c'est pour préparer la semaine prochaine, je vais mentionner que une fois qu'on a bien parlé de tous ces aspects qui sont relatifs aux forces productives, aux rapports de production, après il faut parler d'autre chose, qui est ce qu'on appelle la superstructure politique, idéologique, juridique, culturelle, artistique, je ne sais pas, tout ce que vous voudrez, hein, et étudier les rapports entre les forces productives, le socle, les rapports de production, tout ce qui concerne en gros la société civile, et puis la superstructure. Donc ça aussi, c'est un des apports caractéristiques de l'idéologie allemande d'avoir fait ça. Hein. Mais on y viendra la semaine prochaine, et on va commencer de l'évoquer cette semaine. Dans quelques instants. Donc, l'expression force productive à la fois au singulier et au pluriel, donc ça, je le maintiens parce que c'est un commentaire classique, en fait, hein, de Marx. Par exemple, Marx dit sur les forces productives au pluriel, il dit l'eau, c'est une force productive, le vent, c'est une force productive, quelque part entre guillemets à son insu,
mais quelquefois à travers des médiations, les moulins. Les terres défrichées sont des forces productives aussi, mais il ajoute aussi les instruments de travail, les instruments de production de toutes sortes, la main d'abord, les outils, les machines, et il ajoute aussi les travailleurs. Dans les forces productives au pluriel, il ajoute aussi les travailleurs. Donc il les met des deux côtés, force productive individuelle, c'est le côté productivité, et force productive au pluriel, là c'est l'apport global que les masses populaires, on pourrait dire, ou les masses travailleuses peuvent apporter à la production, et les capitaux accumulés. Dans le Capital, Marx, plus tard, va encore ajouter la science, qu'il n'a pas incluse dans l'idéologie allemande. Il ajoute la science. Bon, et c'est une liste qui n'est pas gravée dans le marbre. Nous pouvons, nous, apprécier tout ce que nous voyons se développer autour de nous. L'intelligence artificielle, Yvan Lavallée va faire une conférence le 25 avril, l'intelligence artificielle, c'est une force productive à tous égards. J'ajoute encore des exemples. Marx met les chemins de fer, bien entendu, dans les forces productives. Il met les conduites d'eau. Les conduites d'eau. Ça, il fallait y penser, mais lui, il trouve que dans les pays où le réseau de conduite d'eau est pensé d'une manière appropriée, eh bien l'agriculture... C'est un outil, c'est notre outil. Et oui, voilà, et bien il le met dedans. Voilà, donc il les envisage, les forces productives, sous des aspects divers et variés. Fois, il insiste Marx là-dessus, les forces productives au pluriel, elles ont beau être diverses, variées, accumulées, nombreuses, massives, tout ce qu'on veut, elles ne deviennent des forces réelles que si elles sont animées, mises en mouvement par les individus concrets. Et c'est pour ça qu'il dit, à la fin du passage qui a été cité par Hugues, il dit que l'histoire de l'humanité doit toujours être étudiée et élaborée en rapport avec l'histoire de l'industrie et des échanges. Et je le redis, encore quelques années après l'idéologie allemande, et Marx dira que force productive et rapport de production forment ensemble le mode de production. Et il parlera de la contradiction entre les forces productives et les rapports de production, mais nous n'en sommes pas encore là. Dernière indication, Marx assimile fréquemment les rapports de production eux-mêmes à des forces productives. Donc, vous voyez ce que je viens de faire? Je viens de distinguer, et maintenant, vous avez vu ce que j'ai fait? Je vous ai dit, Marx va distinguer force productive et rapport de production. Bon, c'est vrai. Et Marx, il fait aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il rapproche force productive et rapport de production pour dire les rapports de production peuvent être une force productive si ils sont accordés au niveau des forces productives. Une petite parenthèse, ça c'est quelque chose d'assez... il faudrait un développement particulier. Je vais vous dire les choses en une minute ou deux.
Ça, c'est un effet de l'approche dialectique de Marx qui cherche les tensions, les contradictions qui résident dans les choses et qui n'hésite pas à les mettre à un pôle d'une réalité et puis ensuite à les mettre à l'autre pôle d'une réalité, leur faire jouer un autre rôle, etc., etc. C'est ça qui rend la dialectique plutôt complexe. Mais, oui. Moi, je vais vous résumer ça un peu de manière cavalière. Disons que la dialectique, on peut la caractériser comme ça, c'est de dire il faut savoir distinguer les choses, distinguer des concepts différents, être précis, etc. Mais distinguer sans séparer. Distinguer sans séparer. Et il faut aussi savoir faire l'inverse, c'est-à-dire relier, mais sans confondre. Donc vous voyez, distinguer, mais sans aller trop loin. Si je vais trop loin, je sépare. Et faire l'inverse, relier, mais sans en faire trop non plus. Si je en fais trop, je confonds les choses. Donc ça, c'est une manière un petit peu simplicime de résumer ou de sensibiliser à ce que peut être la dialectique chez Marx. Et là, c'est un peu ce qu'il fait. Là. Il distingue, il regroupe, etc. Oui. Comment il faut comprendre le terme que tu utilisais, rapport de production? Parce que pour moi, il y a deux interprétations très différentes qui sont possibles. Rapport de production, essentiellement, c'est le salariat. C'est le salariat. Avant, il y a eu d'autres époques. Il y a eu le servage, il y a eu... Mais si on parle... C'est le dernier stade, ça, si on parle du capitalisme, c'est le salariat. Voilà. Voilà. Et dans le cadre du salariat, les gens entrent dans des rapports sociaux de production. Rapports sociaux de production. Dans le cas du salariat, donc, qui est un rapport de domination. Donc il y a des gens qui commandent et des gens qui obéissent. C'est une des caractéristiques peut-être majeures de ce rapport du salariat. Bon, après... c'est pas de l'esclavagisme. Non. Le salariat. Après, il y a la coopération, deuxième aspect qui est souvent mentionné par Marx, la coopération entre les salariés, les ouvriers. Voilà, pour définir très, très rapidement. Oui, tu as répondu à ma question. Rapports sociaux. C'est les rapports sociaux. Voilà. Ça va, c'est bon. Voilà. Alors, quatrième... pardon. Non, je voulais dire que Marx, je voulais le dire tout à l'heure, n'a pas abandonné chez Hegel la dialectique puisqu'il la lui doit. Et chez Hegel, la dialectique, pour ce que j'en sais dans mes cours de philo, c'est que c'est A, non-A, et ensuite on dépasse le A et le non-A, mettons le B, A, B, et on dépasse le A et le B pour un troisième stade. C'est-à-dire donc dans l'histoire, voilà, la négation de la négation. Donc dans l'histoire, par exemple, le féodalisme, le capitalisme, et on va dépasser avec un autre stade qui va être le socialisme, puis le communisme. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, on le trouve surtout chez Hegel, parce que malheureusement, Marx n'a jamais consacré d'ouvrage à la présentation de la dialectique. Donc c'est Engels qui a fait le plus, qui a proposé le plus d'explications de la dialectique. Donc on trouve bien sûr Dialectique de la nature. Dialectique de la nature, c'est un ouvrage qui a été supervisé par Marx, approuvé par lui,
Et et puis il y a aussi l'Anti-Düring, autre ouvrage supervisé par Marx et approuvé par lui. Il y a une partie, je ne sais plus laquelle, c'est dit dans l'introduction, qui a même été carrément rédigée par Marx. Voilà, donc on dispose, et l'Anti-Düring que je viens de citer, l'Anti-Düring a été considéré de la fin du 19e jusqu'à la moitié du 20e comme le principal instrument de vulgarisation du marxisme. Le principal instrument, et je vais dire à bon droit. On peut faire des chicayas, hein, évidemment, les commentateurs ne s'en privent pas, sur telle ou telle expression d'Engels dans l'Anti-Düring. Ça, il y en a des kilos et des kilos, mais encore aujourd'hui, je considère que on peut prendre Anti-Düring comme une bonne base. Il y en a peut-être d'autres qu'on pourrait citer, mais bon, allez, on va dire que l'Anti-Düring est une bonne base. Et Dialectique de la nature est une excellente base aussi, même si elle a été dépassée alors par quelqu'un qui est du 20e et que peut-être vous connaissez, c'est Lucien Sève. Lucien Sève est un philosophe marxiste dont l'un des aspects de son œuvre, sûrement le moins connu, c'est sûr, le moins connu, eh bien c'est toute une série de travaux anciens, remontant aux années 70-80, sur structuralisme et dialectique, la dialectique dans les relations avec les sciences, etc., etc. Autant d'ouvrages formidables et qui sont méconnus, bien sûr. Voilà. Bon, la dialectique dans sa globalité, elle est de toute façon méconnue. Je connais des philosophes, des intellectuels qui ne savaient pas trop quoi faire avec la dialectique. On aurait dit qu'ils avaient une merde dans la main. Et ça les... Voilà, il fallait voir. Certaines réactions que moi j'ai pu observer sont très étonnantes. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, donc, force productive, rapport de production, et j'en viens maintenant à la superstructure. En gros, Hervé se situait beaucoup dans la superstructure idéologique, etc., etc. Même morale, etc. Marx, donc, qu'est-ce qu'il nous propose? C'est une division du réel en 3 grands blocs. Ça, c'est une reconstruction, c'est pas du Marx, c'est une reconstruction. Une division du réel en 3 grands blocs. Donc, force productive matérielle, premier bloc. Le deuxième bloc, les rapports sociaux de production tels que Helmut les évoquait, les rapports sociaux de production. Et puis un troisième bloc, la superstructure politique, juridique, idéologique, morale, culturelle, artistique et je ne sais quoi encore. Donc, ces 3 grands blocs. Dans certains ouvrages, ils suggèrent une distinction non pas horizontale, mais verticale. Vous savez, c'est la fameuse... les fameux passages où il parle de stratification. Schichten en allemand. Là, quand il dit ça, la représentation imagée, ça devient en bas, force productive matérielle, au-dessus, les rapports sociaux de production, et tout en haut, la superstructure dans toute la variété de ses formes. Et vous savez que c'est cette image-là qui a survécu. Hein, la fameuse
étage, construction en étage. Oui, oui, j'ai sauté, je viens de m'en rendre compte. Tu sautes. J'ai sauté. Mais tant que je saute des textes, ça va, c'est pas grave. Et donc, bon. Tu veux pas que je le dise alors? Si. Donc, laisse-moi conclure mon histoire. Donc, je ris de mes bêtises. Bon, c'est pas bien méchant. Donc, construction en étage. Et c'est celle qui a survécu. Et il y a notamment quelqu'un, je reviens souvent sur lui, mais c'est Staline qui a popularisé cette construction en étage. Juste une petite remarque. N'en rajoute pas dans les bêtises. Hein. Non, un truc un peu marrant, c'est qu'il y a quand même des similitudes assez frappantes avec des sortes d'analogies dans le domaine de la psychologie sociale plutôt d'inspiration libérale, avec la fameuse pyramide de Maslow sur les différents besoins en pyramide. Oui, c'est vrai. Peut-être que Maslow s'est un tout petit peu inspiré. Parce qu'il faut savoir que Maslow, le premier étage, c'est manger, boire, se loger, se vêtir. Donc on ne sait pas. Peut-être que des chercheurs le savent, mais moi je ne le sais pas. Alors, José. Excusez-moi, je vais essayer de passer aux superstructures. Il me semble que ce qui était dit tout à l'heure à propos de Zola, par exemple, et avec nos sentiments à nous d'aujourd'hui, sur le travail des enfants, c'est quelque chose qui est un peu dépassé. Quand on repense à l'esclavage, mais il n'y en a pas un qui se pose la question et le travail des enfants, pourtant ils travaillaient aussi. Il faut aussi voir de quelle façon de quelle façon les forces de production, les rapports de production, ils entraînent une idéologie particulière qui fait qu'il y a telle chose. Quand aujourd'hui on a ce sentiment que les enfants ne doivent pas travailler, que les enfants ils doivent aller à l'école, c'est peut-être aussi parce qu'on est dans un mode de production qu'il a accepté et dans lequel les contradictions internes aux classes dominées font qu'il y a d'autres valeurs qui sont en train d'émerger. Moi, j'ai été frappé par ce que vous disiez sur le travail valorisant pour un enfant. Je ne sais pas, mais ça me gêne beaucoup d'apprendre qu'il y a des gosses aujourd'hui qui ne veulent pas aller travailler et qui préfèrent aller vendre du shit ou autre chose de ce genre. Et j'en ai connu, hein, croyez-moi, ça fait partie de mes mauvais ressentis. Mais peut-être il faudrait se demander, quel travail on leur offre? Est-ce que c'est un travail qui correspond à ce qu'ils ont? Ce qu'ils sont. Non, à ce qu'ils ont envie. C'est-à-dire à des modèles que l'on propose habituellement. Ça, déjà, c'est un premier truc. Deuxièmement, dans une société dans laquelle les valeurs essentielles, c'est l'argent, il est peut-être, l'argent et la concurrence, si je peux le dire comme ça, il est peut-être à peu près logique qu'un gosse qui a rien se dise, si je veux en avoir, c'est pas l'école qui va m'apporter. Et je crois qu'à partir de là, on peut avoir une réflexion. Je ne sais pas si elle sera dialectique, mais moi, des grands mots, je prends mes filles, je préfère pas les prononcer. Mais j'ai peur que ça soit ça, le fond de débat. Je voulais parler un peu dans ce sens tout à l'heure, mais j'ai laissé passer parce que, bon, pour ne pas dire que je parle encore de l'esclavage. Oui. C'est vrai, à certains moments, j'ai envie d'intervenir, mais bon, je laisse passer parce que, bon, on va me dire que je focalise uniquement là-dessus. Non, c'est intéressant. Bien sûr. L'histoire familiale. Bien sûr. Sans compter que l'esclavage existe encore et que le travail des enfants existe encore. Et qu'au 19e siècle, quand les enfants travaillaient dans les mines, les enfants de bourgeois, de grands bourgeois, eux ne travaillaient pas, ils n'avaient pas la même éducation. Donc, et voilà. Et donc, je pense que le travail des enfants dans les mines n'était quand même pas normal. Alors, c'est ça, je continue à le penser. Voilà. Mais le fond, c'est est-ce que majoritairement, on le pensait pour toutes les classes?
Voilà. Et je vais revenir sur ce truc-là, parce que tu as cité Zola, ça me touche aussi. C'est vrai qu'il a fait un travail d'enquête pour une quantité de romans. Mais quand on regarde ce qu'il a été capable d'écrire sur la Commune, lorsqu'il était reporter, à ses débuts, on se dit il n'avait pas tout compris. Et je crois qu'un des éléments essentiels, c'est aussi ce que nous dit Marx. Avant d'écrire tout ce qu'ils ont écrit, ils sont, et c'est Engels qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui sont lancés dans des tas de recherches. Et je crois qu'aujourd'hui, tous ces baratins idéologiques qu'on nous sert en France, c'est surtout parce qu'il n'y a pas d'études sociologiques et, on va dire, économiques, sérieuses, d'ensemble. Dans notre département, il est évident qu'il faut faire du tourisme. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on fait un travail de réflexion sur les envies des gens, sur les conditions là-dessus ? Moi, quand j'étais responsable syndical, que je m'occupais entre autres des collèges, je me suis fait un malin plaisir pour ce que j'essayais d'expliquer à une inspecteur académie, mais dans le temps, plusieurs. Mais c'était encore plus difficile à faire comprendre à un responsable syndical parisien. Je lui filais une réunion d'information, je l'ai fait venir, une réunion d'information le matin à Breil, l'après-midi à Saint-Étienne-Tinée. Il a ouvert grand les yeux. J'ai dit, tu comprends pourquoi on ne peut pas mettre un poste à cheval sur ces deux établissements? Pourquoi on ne peut pas nommer? Et non, faites-le. Essayez de prendre, aujourd'hui, prenez le train, vivez à Nice. Et montez le matin d'un côté, l'après-midi de l'autre. Et voilà. Et ça continue, ce genre de... Alors, même les responsables politiques niçois, ce genre de trucs ne l'ont pas compris. Et c'est ça qui est essentiel si on veut comprendre comment fonctionne la société. C'est ces études préalables. Alors je reviens sur les mots. Je crois qu'effectivement, l'idéologie, la superstructure idéologique, elle a quelque chose à voir avec le mode de production. Voilà. Elle découle. Et ensuite on reprend. Deux réactions, ça veut dire... pourquoi est-ce qu'il faut faire du tourisme? Et si vous disiez parce que tout simplement le climat s'y prête, pour moi la réponse elle est toute ouverte. Et la deuxième chose, pourquoi les jeunes ne veulent pas aller à l'école, ils préfèrent vendre du shit? Parce qu'ils gagnent beaucoup plus de fric en moins de temps. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est une question d'éducation et dans quel milieu social il vit. Une valorisation. Alors, je dirais que sur la dernière remarque, sur on va dire l'économie parallèle, voire les circuits délinquants criminels, il y a d'une part des considérations bassement matérielles, c'est vrai que il y a le rapport économique du rendement, mais il y a aussi des éléments symboliques de hiérarchie sociale dans les groupes qui font que l'inscription dans certaines conduites délinquantes ou criminelles, ça valorise aussi au sein du groupe de références, on va dire, parallèles à ceux de la société officielle. Juste un mot à ce sujet. C'est sur les orientations. Ceux qui dealent l'affaire du travail, ceux qui avertissent, ils touchent 50 € par jour, mais ils restent toute la journée assis sur les chaises comme un vigile devant un supermarché. Vous voyez ? Non, mais j'exagère un peu. Mais moi, il y a 4-5 ans, je prenais des stagiaires de Pierre Sola et d'Antibes du bâtiment. Et je veux dire, le dernier stagiaire que j'ai pris, donc vous êtes obligé de leur faire un ouvrage. Il vient le prof, désespéré, et il me dit, section maçonnerie, ils sont que 7. Section architecte, il n'y en a aucun qui sortira architecte, parce qu'il faut... C'est pas Pierre Sola qui va former des architectes, ils sont 32. Et moi j'ai des parents qui m'ont téléphoné pour que je prenne un stagiaire, parce que ils sont obligés de faire un stage. Ceux qui préparent tous. Le problème, il y a des parents, je dis, mais moi, ils travaillent sur le chantier, ils vont faire le bain. Ah non, mais moi, mon fils, il veut être architecte, ingénieur, et les bureaux d'études, ils ne les prennent pas, parce qu'ils vont s'enquiquiner, s'emmerder, puis c'est complexe. Donc, vous voyez un peu aussi l'orientation. Et si aujourd'hui, il n'y a plus de maçons, à part les Polonais, les Bulgares, même plus les Maghrébins, enfin de moins en moins, non, encore moins. Je veux dire, il y a un problème.
Hein, et pourtant, c'est des métiers valorisants qui aujourd'hui, contrairement à avant, gagnent bien leur vie. Hein. Moi, je le sais, puisque je fais des devis pour les entreprises et je sais comment ça se passe, quoi. Hein. Quatrième. Ce que j'ai voulu dire, c'est pas dire il faut pas faire de tourisme. Je sais pourquoi on va en faire. Je sais que les gens veulent. Mon problème, moi, c'est pourquoi on est devenu un territoire mono-industriel, avec seulement le tourisme comme industrie. Parce que les touristes, il faut aussi les nourrir. Et où on cultive aujourd'hui? Il faut aussi, etc., etc. C'est ça qui me gêne. Alors, quatrième. Allez. Et aussi des fleurs, des parfums à la classe. Quatrième segment de la citation de mon texte. Vas-y. Alors, les conditions à l'intérieur desquelles des forces productives peuvent être utilisées sont les conditions de la domination par une classe déterminée de la société dont la puissance sociale provenant de ses possessions trouve son expression pratique idéaliste dans la forme État en vigueur. Et cette conception de l'histoire repose donc sur le fait qu'elle développe le processus de production réelle en partant de la production matérielle de la vie immédiate et qu'elle conçoit la société civile dans des différents niveaux de développement comme la base de toute l'histoire et qu'elle la présente également dans son action en tant qu'État. De même qu'elle explique à partir d'elle l'ensemble des productions théoriques et des formes de conscience, religion, philosophie, morale, etc., et qu'elle présente le processus de développement de la société civile à partir de ces productions. Là où elle peut exposer les choses dans leur totalité, et ainsi aussi l'action réciproque des différents côtés. Voilà. Donc là, vous voyez que là, j'ai pointé Hervé, c'est juste pour dire qu'on est en train d'introduire tous les éléments de la superstructure à partir de là. Quand Marx parle de société civile, donc c'est essentiellement rapport sociaux de production. Je reprends la définition que je t'ai apportée tout à l'heure. Alors, revenons à l'idéologie allemande. Après s'être situé à même les rapports de production de la vie matérielle, à même les rapports de production de la vie matérielle, je ne dis pas au ras des pâquerettes, mais je le dis quelquefois. C'est un peu faux comme expression. C'est une expression imagée, c'est pour faire comprendre, en tout cas je l'espère, disons c'est à même les rapports de production de la vie matérielle. Donc, après s'être situé à ce niveau-là, au plus près de ce que Marx et Engels appellent le sol réel de l'histoire, le sol réel de l'histoire, et bien donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ils introduisent dans ce passage, qui est plutôt mal écrit, hein, il faut bien le dire, il y a une phrase qui fait 15-20 lignes. Donc ils introduisent les notions globales et liées de propriété privée, c'est ça qu'ils font là, propriété privée, la notion de domination, de classe dominante, la notion d'État aussi, elle apparaît dans ce passage une fois, et ils thématisent le lien et la nature du lien entre toutes ces choses-là, c'est-à-dire que l'État est entre les mains des dominants, c'est-à-dire des propriétaires. Là, il faudrait le relier, mais vous aurez la trace écrite, vous pourrez éventuellement revoir ça. C'est le quatrième segment de la citation. Ils introduisent également la notion de société civile, c'est ce que je disais au début, et ils la définissent comme l'ensemble de la vie sociale et des relations industrielles et commerciales, relations économiques, on dirait aujourd'hui, qui constituent l'organisation sociale. C'est, disent-ils, le véritable foyer, la véritable scène de toute l'histoire.
Et je vais passer quelques passages. Vas-y, on va sauter là. On va parler de Martha Heinecker. Elle dit que l'idéologie est à ce point présente dans tous les actes et gestes des individus qu'elle est indiscernable de leur expérience vécue. Cette omniprésence invisible de l'idéologie, ajoute-t-elle, qui nous fait prendre la perception des choses et du monde pour la perception des choses mêmes, sans voir que cette perception n'est donnée que sous l'influence déformante de l'idéologie. C'est clair, vous le voyez ça? C'est pas évident. Et cette contradiction entre les forces productives et la forme d'échange, dont nous avons vu qu'elle s'est produite à plusieurs reprises dans l'histoire passée, doit toujours éclater sous la forme d'une révolution, tout en prenant également différentes formes annexes en tant que totalité de conflits. Conflits entre différentes classes, contradiction de la conscience, conflits de pensée, etc., lutte politique, etc. Seulement, notre conception, tous les conflits dans l'histoire, est donc leur origine, non dans la contradiction entre les forces productives et les formes d'échange. Je reprends. Selon notre conception, tous les conflits dans l'histoire ont donc leur origine dans la contradiction entre les forces productives et les formes d'échange. Voilà. Donc vous voyez, il y a 3 minutes, on a introduit la notion de superstructure dans l'extrême variété de ses formes. Ensuite, le passage de Martha Heinecker. On a introduit l'idée que nous sommes tellement baignés dans toutes les formes superstructurales, quelles que soient les formes qu'elles prennent, et notamment le langage, les idéologies, les idées, les concepts, le vocabulaire, etc., etc. Nous baignons tellement dans tout ça que nous n'y voyons que du feu. Nous trouvons tout ça très naturel. Donc, et il y a là une forme d'inconscient qui se forme, hein, évidemment. Bien. Et la troisième idée, là nous revenons à Marx et Engels, la troisième idée, c'est que eux ils disent ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire force productive et rapport de production, inéluctablement la contradiction entre les deux croît et embellit jusqu'au moment où il faut que cette contradiction se résolve sous la forme d'une révolution. Voilà. Donc vous voyez, 3 idées, mais dans la trace écrite, c'est un petit peu plus détaillé, puisque vous avez compris qu'on est en train de faire du saute-mouton. À la place des révolutions, on pourrait d'abord faire une grève pour voir ce que ça donne. Eh bien, alors là, là, tu es en train d'ouvrir une boîte de Pandore, en quelque sorte, parce que dans le petit monde des marxistes, des commentateurs du marxisme, etc., etc., il y a une sacrée discussion qui est en cours depuis plusieurs décennies maintenant sur, et là je ne vais pas la régler ici, mais sur qu'est-ce qui vient après. Bon, autre chose que le capitalisme, là je suis vague, on est encore capable de se mettre d'accord. Du post-capitalisme, allez, on va réussir à former un consensus là-dessus, mais comment y arriver? Alors là, grosse discussion, parce qu'il y a des personnes qui disent
le manifeste de 1848 continue d'être une bonne base, c'est-à-dire, vous savez la première phrase, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. Donc il y a des gens qui continuent de dire que c'est par rapport à ça qu'il faut penser, réfléchir. Et puis il y a tous ceux qui disent que le communisme, eh bien, c'est quelque chose qui est déjà là dans la société. Il donne des exemples. La sécurité sociale. C'est Friot. Oui, Friot. Oui, mais c'est pas ce qu'il... La sécurité sociale, ou bien le statut général de la fonction publique, etc., etc. Tout un tas de formes de coopération. Les scopes, modeste exemple, bien plus modeste que la sécurité sociale. C'est la sécurité sociale qui est toujours citée en premier par les tenants du communisme déjà là. Bien. Mais le débat n'est pas clos. Hein. Voilà. Tu dis comment y arriver, ma réponse serait par un syndicalisme qui mérite son nom. Marx dit, là tu es dans quelque chose déjà de polémique. Pas avec 15 ou 20% des gens qui se syndiquent, mais 80, tu vois. C'est ça, c'est ça. Donc, Marx dit, pour nous le communisme ce n'est pas un idéal vers lequel la société doit se régler, c'est le mouvement réel qui fait changer l'état de choses existant. Bon, il dit ça dans l'idéologie allemande d'ailleurs. Et c'est quoi le mouvement réel? Alors le mouvement réel, c'est le dépassement, c'est la dialectique. C'est le fait par exemple d'avoir imposé la sécurité sociale. Oui. Ça, c'est un mouvement réel en 1945. Voilà, ça ne s'est plus reproduit depuis. Ce qui s'est produit depuis, c'est plutôt l'inverse, la déconstruction. C'est la poussée des masses. Code de travail, par exemple. C'est la victoire des luttes. Ce sont des circonstances historiques qui font qu'à un moment donné, il peut y avoir, mais c'est ça le communisme déjà là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de révolution. Ça veut dire tout simplement qu'il faut s'appuyer sur le déjà là. Alors, je précise, oui Hervé, j'ai vu, je précise que dans le débat en cours, c'est un débat que je connais un peu parce que j'ai des relations dans les deux camps. Et hier encore, j'avais un coup de fil avec l'un des représentants de l'autre camp. Je ne vais pas dire les noms, mais Jean-Pierre sait de qui je parle. Et donc, les tenants, il y a les tenants de la Révolution et les tenants du communisme déjà là. Et il n'y a pas d'articulation entre les deux. Et quand Jacqueline dit que l'un n'empêche pas l'autre, je crois qu'elle a raison. Moi, je pense comme ça aussi. Je pense qu'il faut essayer de faire s'articuler les deux approches, les deux démarches, c'est-à-dire le communisme déjà là. Alors, bientôt il sera plus là. C'est-à-dire, des mouvements syndicaux, associatifs, politiques et les organisations qui vont avec pour faire vivre tout ça. Et oui, c'est sûr que si on avait, tu dis 15, que tu viens de dire 15, mais si on avait plutôt 50% de syndiqués, ça serait totalement différent. Si au lieu d'avoir un parti communiste à 2, 3, 4%, et quand je dis 4, je pense que je rêve déjà, mais on va dire plutôt 2 ou 3, souvenons-nous, le PC était à 30%. Quand la sécurité sociale s'est faite, quand les nationalisations se sont faites, et le PC était à pas 30, mais à 28,6. Hein? Bon, c'est une autre... Et il y a des gens dans le patronat qui disent qu'on ne gouverne pas de la même manière avec un PC à 30 et un PC à 2.
Ce sont des capitalistes qui le disent. C'est le rapport de force. Bon, on n'est pas là pour commenter tout ça, mais moi je dis, il faut articuler les deux, et je pense aussi que la forme parti doit considérablement évoluer. Je ne pense pas qu'il faille la supprimer. Il y a des gens qui le disent, Lucien Sèvres en fait partie. Je ne le suivrai pas là-dessus, je dirais simplement que la forme parti doit absolument perdre son caractère exclusif d'organisation des masses. Elle doit absolument perdre son caractère exclusif et qu'elle doit composer avec d'autres formes d'organisation, peut-être même les organiser, allez savoir, rêvons, peut-être même les organiser. Et là, je pense, je reviens à Sèvres, à des coordinations thématiques nationales. Regardez, nous sortons de l'histoire des retraites. Nous avons connu donc la défaite, bien sûr, mais nous avions pourtant des éléments forts. On avait une unité d'action, on ne va pas dire plus, entre la CGT et la CFDT. Elle a tenu jusqu'au bout. Et les autres aussi. Et les autres, hein, FO et plein d'autres, la FSU, etc. On avait une belle unité d'action. Bien. Et pourtant, ça ne l'a pas fait. Mais moi je dis, si nous étions capables, et pourtant on avait aussi gagné la bataille des idées. Bon. Mais on a appelé gagner la bataille des idées le fait que simplement il y avait en gros la moitié de la population qui était pour nous et la moitié pour... Oui, mais 70%, hein, les chiffres. Ouais, mais pas... C'est des préfectoraux. Ça, oui. La classe dominante, elle semble... Non, si on croise avec une autre dimension, c'est-à-dire la capacité qu'avaient les gens, dans quelle mesure les gens étaient prêts à descendre dans la rue, c'est, on va dire 50-50, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal, mais c'est littéralement insuffisant. Il faut, pour gagner, il faut faire descendre. Par exemple, on dit, ah ouais, les super manifs, parce qu'il y avait, certains disent, je ne sais pas s'ils le pensent, certains disent 1 million de manifestants à Paris. Bon, non, mais c'est complètement insuffisant. C'est pas ça. Il faut faire descendre dans la rue 3, 4, 5 millions de personnes, minimum. Dans ce pays, il y a 29 millions d'actifs. Donc, 1 million, c'est 1 sur 29. Et je ne compte que les actifs. Si j'ajoute les retraités, on passe à 1 sur 60. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, moi je dis, on a besoin d'autre chose que les partis et les syndicats. Nous avons besoin d'une machine de guerre différente, des comités, des coordinations thématiques qui ne font que ça, sur la retraite et la sécurité sociale, la protection sociale, une organisation qui va s'occuper que de ça et qui va diffuser dans tous les pores de la société avec toutes les organisations membres qui sont aussi des associations, des fondations, des ONG, des mutuelles, etc. etc. C'est ça dont on a besoin. Jacqueline et Hervé. Je pense qu'il faut ce que faisaient les partis autrefois, c'est-à-dire de la formation et instruire la masse. Parce que c'est de la masse que sort le mouvement. En 1995, tous les syndicats n'étaient pas d'accord et on a gagné, puisque la classe dominante a reculé. Et tant que les gens... Là, il y a l'idéologie dominante
qui opère à fond. Tous les gens, tout le petit peuple est à fond dans l'idéologie dominante. Donc tant que c'est ainsi, personne ne va se révolter. Et c'est de la base que ça doit venir. D'ailleurs, Marx, il le dit aussi, hein, bien sûr. De la base. Mais les partis avaient un rôle quand même remarquable. Le Parti communiste, il instruisait la masse. Tandis que là, maintenant, ça se fait plus. Ça se fait plus. Ça, c'est encore un autre débat, hein, parce que c'est surtout pour les retraités, c'est essentiellement les syndicats. Hein. Le Parti communiste a soutenu, bien entendu. Mais là, je suis d'accord, bien sûr, avec ce que tu dis. Mais si les syndicats, ça doit nous sauver. Mais ça peut nous sauver si nous acceptons ce qui s'est passé pour les retraités. Hein. C'est-à-dire que, et ça continue d'ailleurs, hein, il y a des réunions tout le temps par rapport à la situation actuelle. Donc actuellement ça existe. Et à Nice, qui est réputée pour être une ville d'extrême droite dans le reste de la France, on a eu des manifestations, je ne triche pas sur les chiffres, il y avait 5000 personnes quand même. Hein, et ça y allait. C'était énorme. Hein, on n'a jamais vu ça. Et donc, il faut... C'est dans les déboires. On parlait de 50 000. Voilà. Celle qui s'est déroulée à l'aéroport. Il faudrait que les gens descendent dans la rue, comme ils le font pour le carnaval ou alors le mondial. Et la manif de l'aéroport, il y avait même Alliance, le syndicat de la police, l'extrême droite, qui était présent avec la sécurité et tout le monde. D'accord. Mais il y avait... Juste sur la formulation du déjà-là communiste, de mon point de vue, il ne faut pas confondre le déjà-là communiste avec le communisme déjà-là. Ça ne veut pas dire la même chose. C'est pas parce qu'il y a du déjà-là communiste que le communiste est déjà là. Mais il a jamais de la même ça. manière qu'à mon avis, si on cherche bien, on va dire dans l'histoire ou dans la préhistoire, déjà là capitaliste, il y en avait encore là. Voilà, non mais du déjà là, on va dire, au stade de Brive ou de Rudimort, si on cherche bien, il devait y en avoir, y compris à la préhistoire, à l'époque du néolithique, avec l'apparition de l'agriculture et de l'élevage et de la propriété privée. Ça ne veut pas dire pour autant que le capitalisme était déjà là. Quoi. Non, mais bien sûr que non. On considère que il y a des premières formes marchandes dans l'Antiquité. Il y a des formes marchandes, évidemment, avec un équivalent général, la monnaie, etc. Il y a des formes marchandes. Et puis ensuite, si on prend le 14e, 15e siècle, il y a des formes capitalistes, du capitalisme, des formes capitalistes qui apparaissent, toujours d'ailleurs qui se portent sur la forme marchande, hein, de toute manière, mais qui est considérablement développée et qui est très vite suivie par le capital financier au 16e, etc. Oui, mais là, c'est parce que l'or vient alors, avec l'or, etc. Bon, mais le capitalisme ISME, capitalisme, on va dire 18e. Voilà, mais dans la formule, à mon avis, de Friot, il faut quand même faire attention de ne pas confondre les deux. Mais il ne le confond pas. Oui, non, je veux dire, lui fait bien la différence, mais au niveau de la perception, il ne faut pas faire la il faut faire attention. Ça nécessite une étude particulière. Je crois l'avoir déjà dit, mais je pense qu'on l'évoquera dans 2 ans. Hein, puisque quand je vais passer au deuxième volet du séminaire, là nous sommes depuis 3 ans dans le premier volet. Comment ont-ils fait? Ils, c'est les bourgeois. Comment ont-ils fait? Et à un moment donné, je vais passer au deuxième volet. C'est comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire? Et le nous, c'est nous, les gueux. Donc, oui. Eh ben oui. Il y a gueux et gueux. Ah bah oui, bien sûr. Mais dans les gueux, il y a différents. Mais il y a bourgeois et bourgeois, il y a gueux et gueux. Voilà. Puis il y a jeune et vieux. Il y a jeune et vieux. Voilà. À partir de quel moment un être humain dans notre société est considéré comme bourgeois? Qui a une réponse? Non, mais les gueux, ce sont les noms. Les propriétaires. C'est les noms.
propriétaire de 25 mètres carrés. La propriété, c'est le vol. C'est la propriété. Non, mais j'entends. C'est la propriété. À partir du moment où tu vis de la propriété, si tu as 10 appartements dans Nice, c'est pas correct. Tu as un appartement, un nid. Non. Pour loger ta famille, c'est logique. Non. Pas 10. C'est propriété des moyens de production, sachant que les moyens de production, ils ont vocation à s'inscrire dans un circuit de valeurs spécifiques que Marx définit de la manière suivante, A, M, A'. Alors, c'est quoi? J'ai jamais formulé cette formule, prononcé cette formule. A, M, A', c'est j'ai de l'argent, j'achète des marchandises avec. Ces marchandises, c'est quoi? C'est de la force de travail et des moyens de production. Je fais tourner ça dans mon usine et au bout du bout, je récupère une nouvelle somme A', améliorée, agrandie. A plus, même. A plus. Donc, quand on parle de moyens de production, entendons-nous bien, on parle de ça. On ne parle pas, comme tu le dis, on ne parle pas de la maison qu'on a acquise. Voilà, c'est pas ça. Il y a José, non? Oui, moi je voudrais pas me situer dans un camp ou dans l'autre. J'essaie de réfléchir. C'est déjà, pour moi, à mon âge, pas mal. Mais sur l'histoire de... Deux éléments. Sur l'histoire des retraites et des grandes manifs avec lesquelles on a perdu malgré tout. Moi, j'ai, avec mon épouse, fait une série de photos de ce qu'étaient les revendications dans les manifestations. À Nice, je ne sais pas si c'est vrai ailleurs, il y avait quelque chose de remarquable. On n'avait plus, comme d'habitude, d'énormes banderoles syndicales sur lesquelles il y avait ce que revendiquait telle ou telle profession, ou même simplement l'intitulé. Elles étaient largement minoritaires. Par contre, on a vu apparaître quantité de banderoles ou de panneaux individuels, en carton ou autre, il y avait le tout. Il y avait y compris des gens qui s'étaient carrément fait des habits là-dessus. Et chacun, je le dis bien, défilait avec ça. Et je crois que là, on a l'exemple même de la façon dont aujourd'hui on est englué dans une certaine idéologie, avec ce que j'appelais tout à l'heure la concurrence, le fric. Effectivement, on se battait, mais on ne se battait pas pour avoir ceci tous ensemble. On se battait pour que chacun ait pas ce que voulait le gouvernement. On avait... Non. Chacun se battait pour ne pas avoir cette réforme. Oui. J'ai pas vu une seule pancarte, et je vous donnerai toutes les photos, il doit y en avoir 2000 là-dessus. Il n'y a pas une seule photo dans laquelle il y avait des gens qui disaient « Je veux... » Le communisme. Non, même pas ça. Je veux la retraite à tel âge, avec tel financement. C'est ça. Je veux la retraite à 55 ans. Mais moi, j'ai commencé mes premières interventions syndicales en disant, mais il y a longtemps, il faudrait qu'à sortie des études, on puisse, parce que c'est la meilleure période de la vie, commencer par la retraite. Et puis après, avec ce qui nous reste de force, on produit. Mais bon. Excuse-moi, parce que je retourne. Il y a une chose qu'on ne peut pas dire, si tu me permets. Vas-y. Si vous permettez, quand même, j'ai écouté. Ce qu'il y a, si nous disons, les syndicalistes, etc., qu'on a perdu, nous sommes dans l'erreur. Parce que, excuse-moi de te dire ça comme ça, parce que ce qui est dramatique dans l'histoire, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le 49-3. Mais parce que actuellement, je suis sur la CGT, actuellement, on a beaucoup de mal à mobiliser parce que les gens te répondent, mais vous voyez, on a perdu. Non, on n'a pas perdu. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous sommes dans un régime avec une constitution où il y a le 49-3. Voilà. Et le mépris, parce que le ministre de la fonction publique, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il a réuni les syndicalistes et puis à la radio, il a dit on va licencier les fonctionnaires. Voilà.
Voilà. Donc il y a une démobilisation par rapport à cette pression de ce pouvoir, mais jamais. Quand on voit même moi j'ai connu sous Pompidou, Chirac, Sarkozy, mais jamais un pouvoir a été aussi méprisant que. C'est scandaleux. Il a la réunion avec les syndicalistes ce matin, et après il va dire je suis pour. C'est comme Attal. Allez, il est là avec. Non, il a raison en termes de mots, effectivement, j'ai repris le terme de perdu, mais c'est pas vrai. Par contre, c'est révélateur de la façon dont, collectivement, on réagit, parce que tous ces gens-là, individuellement, ils ont perdu. Parce que la réforme s'applique. Et ce qu'il y a, c'est que, idéologiquement, on a perdu. Mais bien sûr. Parce qu'on ne fait plus ce travail d'explication, etc. Et alors, juste un mot sur le communisme déjà là. Moi, je préférerais parler du capitalisme déjà là. J'ai un petit... Encore là. Non, déjà là. Mais quand les gens étaient au Moyen-Âge, il a commencé, dans l'époque féodale, il a commencé à y avoir des entreprises qui menaient au capitalisme. Les premières filatures chez nous, je crois que c'est le XIIIe siècle. Oui. Mais il n'y en avait aucun qui disait le capitalisme est déjà là. Non. Il y a quelque chose sur lequel, aujourd'hui, je crois qu'on est incapable de s'appuyer sur des éléments qui sont déjà là, qui nous permettraient de, pas d'aller au communisme, ça c'est un autre débat, mais qui nous permettraient de faire cette révolution dont la société a besoin. Parce que c'est ces contradictions-là. Un exemple, on a fait la Sécu en 1945, enfin, non, nos ancêtres, nos aïeux ont fait la mais à côté, on a loupé les nationalisations. Et moi j'y reviens tranquillement. Aujourd'hui, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce qu'une nationalisation, à quoi ça peut servir et de quelle façon est-ce que, en nationalisant différemment, et quand je dis nationaliser, c'est pas forcément la nation ou l'État, ça peut être la région, ça peut être autre chose, comment on fait pour que les travailleurs aient suffisamment de pouvoir pour faire avancer vers une autre gestion de la société. Alors, on aura ce débat-là plus tard. Donc, nous allons retenir un dernier développement pour conclure. On a sauté pas mal de pages, vous consulterez la trace écrite. Alors, ce que je voudrais maintenant évoquer, c'est une autre idée. Qui est relative à la caractéristique de la pensée de Marx et qui va à l'encontre des stéréotypes populaires également. À savoir, c'est sa souplesse et son ouverture de principe aux nouveaux résultats de sa propre recherche, à lui Marx, mais aussi les recherches des autres. Pour illustrer cette idée, je vous propose un passage de la préface de 1859, déjà cité. Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. Ces rapports de production correspondent à un niveau déterminé du développement de leur force productive matérielle. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure, le Bau, en allemand, et économique de la société. La base, basis, réelle sur laquelle s'élève une superstructure, l'Überbau, juridique et politique, à laquelle correspondent des formes déterminées de la conscience sociale. Alors, le commentaire que je voudrais faire par rapport à ça, c'est pour illustrer les notions de souplesse, d'ouverture. Dans ce passage, ce qu'il faut retenir, c'est que les formulations sont souples. On n'y trouve pas, par exemple, le thème de l'infrastructure et de la superstructure que j'ai thématisé tout à l'heure. On ne trouve pas ça. Et qui va faire fureur, on le sait, surtout après Staline. Les relations que Marx suggère là, elles ne sont pas de l'ordre du conditionnement mécanique.
Par exemple, qu'est-ce qu'on trouve? Les échanges matériels des hommes sont une émanation directe de leur rapport matériel. Voilà. Il ne va pas plus loin, Marx. Émanation directe. Ou bien on trouve production des idées et activités matérielles sont mêlées. Mêlées. Bon, c'est pas bien élevé dans la hiérarchie des significations. On trouve aussi les formes de la conscience sociale correspondent aux rapports juridiques et politiques. Correspondent. C'est vague. Ou bien encore, les différents côtés d'une même totalité exercent des actions réciproques. Bon, voilà. Vous voyez, des formulations qui sont particulièrement modérées, particulièrement souples, adaptables. On peut leur faire dire beaucoup de choses. Et c'est l'une des idées que je voulais mettre en avant. Bien sûr, les contradictions, elles sont toujours là. Je ne suis pas en train de dire que Marx se nie lui-même, nie les contradictions, non. Mais, et elles continuent, elles exercent une action structurante, bien entendu, mais pour Marx, les contradictions n'exercent pas une action immédiate sur l'économie, sur l'histoire, etc. Il faut regarder ça dans toute la complexité. On va citer un passage de Marx, mais j'introduis une autre formule qui est celle de Lénine. C'est avoir le courage, faire l'effort de faire des analyses concrètes des situations concrètes. Donc pas se lancer dans du verbiage, de la phraséologie. J'ai dit ça tout à l'heure au début. Non. Analyse concrète des situations concrètes. Mais Marx va dire, par exemple, dans le Capital, ceci. Une même base économique, la même quant à ses conditions fondamentales, sous l'influence d'innombrables conditions empiriques différentes, de conditions naturelles, de rapports sociaux, d'influences historiques extérieures, etc., peut présenter des variations et des nuances infinies, que seule une analyse de ces conditions pourra élucider. En fait, quel est le facteur explicatif le plus fort, le plus déterminant pour Marx? Ce sont les acteurs sociaux eux-mêmes, bien avant même les forces productives matérielles, les rapports sociaux, etc., etc. Tout ceci, c'est ce qui est dit dans ce passage. Tout ceci peut évoluer dans des directions imprévues si les acteurs sociaux ne s'en mêlent pas. Donc, c'est le rôle fondamental des acteurs sociaux. Cette pensée, elle n'apparaît pas encore d'une manière aveuglante dans l'idéologie allemande. Là, c'est mon commentaire qui vous incite à comprendre les choses comme ça. Ce sera beaucoup plus aveuglant dans le manifeste du Parti communiste 3 ans plus tard, 2 ans et demi, 3 ans plus tard, en 1948. 2 ans plus tard, le manifeste commence par ces mots. L'histoire de toute société, jusqu'à nos jours, c'est l'histoire des luttes de classe. Voilà. Donc là, on a une pensée qui s'est précipitée au fil des années, seulement 2-3 ans, qui s'est précipitée. Et là, Marx, la première phrase, bang, et il balance ça. Donc, voilà, on a beaucoup, donc je répète, on a beaucoup zappé. Donc, la trace écrite, bien, vous en prendrez connaissance. J'ajoute que, après la conférence, j'ai ajouté un appendice, les principes essentiels du matérialisme historique. De ma part, c'est une reconstruction du matérialisme historique à partir
de la présentation du manifeste que fait Émile Botticelli en 1998 dans la collection Garnier-Flammarion. Donc, j'ai, comment dire, martyrisé toute la présentation de Botticelli et j'ai tout reconstitué, j'ai tout mis par-dessus tête, mis cul par-dessus tête, et j'ai élaboré ce résumé du matérialisme historique, des thèses essentielles, que je considère comme pédagogiques. Donc, voilà, comme on disait dans l'industrie textile à une époque, on parlait de textile artificiel et synthétique, le nylon, etc., etc. On ne dit plus ça aujourd'hui, mais donc c'est de la littérature artificielle et synthétique. Voilà. Donc la semaine prochaine, l'idéologie. On a vu déjà pas mal de choses, vous voyez, mais là on va rentrer dans plus de détails. Le 17. Et après, vous aurez droit à des vacances. Allez, ciao. Alors oui.